C'est un plat qui fait partie de la grande famille, je dirais, avec les plats dits grand-mère et les plats dits bonne femme, des plats qui associent champignons, éventuellement oignons ou échalotes, et des lardons. Truite des Ardennes, dans les ruisseaux, tu te fais reine. Sous le ciel, dans les forêts, ton royaume est bien gardé. Avec toi, on voyage dans le temps, un plat qui nous parle d'antan. Truite des Ardennes, mets tes saveurs dans nos veines. Chers amis, bien le bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Eh bien, une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous conter, raconter des histoires autour de la cuisine, autour des infos, Guy, dont tu ne manques pas de nous parler. Eh oui, alors nous avons déjà parlé dans d'autres billets, dans d'autres épisodes, de ces classements culinaires dont on peut dire du bien et du mal à la fois. C'est clair que rien n'est parfait en ce bas monde. Et je viens de tomber, puisque c'était d'actualité, sur le classement des 50 et même des 100 meilleurs restaurants du monde. Alors, j'avais déjà évoqué des restaurants de viande, hein, je ne sais pas si vous vous en Oui. rappelez, Mhm, qui étaient mhm. plutôt spécifiques à la viande et essentiellement, je dirais même à la viande de bœuf. Ici, ce sont des restaurants qui sont classés, heu, tout domaine confondu. Alors, outre le fait de classer les meilleurs restaurants, on classe également les meilleurs chefs, la meilleure chef, féminine de l'année, le meilleur pâtissier, hein, Voilà, la qui est meilleure une pâtissière, c'est une pâtissière cette pâtissière. année-ci, Oui. voilà. Mais c'est, disons, en règle générale, les meilleurs pâtissiers, Mhm, mhm, je dirais qu'ils soient masculins ou féminins, mais travaillant dans un restaurant apparemment, hein. mhm, Alors quel mhm. est le classement de cette année-ci? Alors, les Espagnols, et ça nous en reparlerons dans quelques instants, comme on dit, se taillent quand même la part du lion depuis plusieurs années, hein. Oui. Alors cette année-ci, le restaurant qui est jugé comme étant le meilleur du monde s'appelle Disfrutar et se trouve à Barcelone, en Espagne, comme chacun ne peut l'ignorer. Eh bien, le deuxième, Asador, se trouve également, en Espagne. Et alors, à la troisième place, nous avons un restaurant qui se trouve à Paris. Alors, si nous allons voir la quatrième place, nous avons de nouveau un espagnol. À la cinquième, nous avons un restaurant Maïdo qui se trouve à Lima, au Pérou. Mhm, Puis nous avons un restaurant Atomix, hein, je ne sais pas ce qu'on peut y manger, mais enfin bon, on peut aller voir à chaque fois mhm, sur le site ce qui s'y prépare, qui se trouve à New York, donc aux États-Unis. Nous retrouvons à la septième place un restaurant qui se trouve à Mexico City, au Mexique bien évidemment. Ensuite, nous avons, et là ce n'est pas non plus une nouveauté, mais nous avons un restaurant de Copenhague, Alchemist. Nous avons en neuvième place Gagan, qui est un restaurant de Bangkok en Thaïlande. Et puis, à la dixième place, et je vais m'arrêter là, nous avons Don Julio, qui se trouve à Buenos Aires, en Argentine. Alors, on en avait un petit peu discuté avant de pratiquer l'enregistrement de ce soir, d'aujourd'hui. Mais on se rend compte que sur les 10 meilleures places du classement, 6 sont de culture hispanique. mhm, Et mhm. ça interpelle. Alors, il y a, si vous regardez sur Wikipédia maintenant, en tapant meilleur restaurant du monde Wikipédia, vous allez tomber sur un joli tableau, hein, en plus de, je dirais, d'avoir un petit article qui parle du fond. Alors, on se rend compte qu'il y a donc première, deuxième, troisième place, hein, non pas parmi les autres, mais sur les 22 années qui sont reprises, donc ce qui nous fait 66 places, eh bien 26 sont occupées de nouveau par l'Espagne, hein, Oui. quelques places par l'Italie. La Mhm. France est quand même le grand pays de référence de la gastronomie, à mes yeux, hein, et je pense à beaucoup Quand de même. nos auditeurs également, puisque ce sont Oui. des auditeurs francophones qui nous écoutent. On ne la retrouve qu'en 2019 à la première place, aucune année à la seconde, et puis quelques 4 ou 5 fois en troisième position, donc on dira médaille de bronze. Donc on peut se poser la question, alors en discutant, bon, vous me disiez Claude, oui, mais enfin tous ces chefs-là viennent se former en France, mais ce à quoi j'ai répondu, oui, mais les chefs français actuels se forment aussi en France. Qu'ont-ils de moins
pour ne pas apparaître dans le classement de manière un peu plus souvent. Sans compter que les autres, années où la France était disons à la troisième place, bon, ben, c'est Pierre Gagnaire qui était donc, Mmh. à ce Mmh. poste-là, en troisième position en 2006, 2007, et 2008. Bon, Pierre Gagnaire n'est pas non plus un perdreau de l'année, si je puis Ah dire, non, hein, non. donc c'était quelqu'un de confirmé, donc voilà. Tandis que dans le cas des autres restaurants, on dirait que ce sont plutôt des jeunes Oui. qui sont lauréats. Bon, Peut-être la France est hors classe? enfin, je n'en sais rien parce que, c'est une manière de voir les choses hors concours, mais enfin, bon, je pense que les d'après ce que j'en ai lu, la manière dont ils procédaient, il y a à peu près un millier de gastronomes, avertis, comme on dit, qui envoient leurs remarques, de partout dans le monde. Mais, ou alors est-ce que ces gastronomes-là sont surtout espagnols ou est-ce qu'ils vont essentiellement, en vacances en Espagne et qu'ils fréquentent les tables espagnoles? Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir l'explication et Ouais. malheureusement, je ne l'ai pas. Alors autre chose qui m'avait interpellé, c'est qu'on considère je dirais au niveau mondial qu'il y a deux très, très grandes cuisines. Il y a la cuisine dite française et je dis dite française parce qu'en réalité, ce n'est pas la cuisine de France uniquement. C'est la cuisine qui reprend, je dirais, les standards de la cuisine française, hein, parce Mmh. que Mmh mh. même en Espagne, dans ce genre de restaurant, on fait autre chose que de la cuisine espagnole. Il faut pas croire, qu'on va manger de la paëlla tout simplement. Oui, oui, Donc oui. 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 c'est vraiment, Mmh. disons de la cuisine d'inspiration française. Mais par contre, à part, la Thaïlande que j'ai citée, la Chine, par exemple, n'apparaît pas dans le Mmh fameux mh. Mmh classement mh. sur Mmh. les 22 années, ce qui est quand même un peu étonnant, Mmh. malgré tout, que, la cuisine chinoise, qui est quand même fameusement réputée, ne brille enfin, brille par son absence, voilà, tout simplement. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, heu, le guide Michelin. Bon, ceci est une référence qui est, je dirais, différente du guide Michelin, qui est un petit peu finalement un contre-pied au guide Michelin. Le guide Michelin a récompensé ici, par une étoile, un établissement, à Mexico, qui, réalise des tacos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Oui, ça oui, il y a quelques semaines. oui. Bon, là, je me pose vraiment la question parce qu'il y avait une petite vidéo qui était tournée. Alors, il y a 4 tacos différentes, heu, en tout et pour tout, hein. Je pense qu'il y avait avec, de la viande et l'autre c'était soit végétal, ou vegan, enfin, je ne sais plus, avec 2 sauces différentes, ce qui fait que 2 fois 2 égale 4. Bon, on fait fil, hein, donc ça, je n'en doute pas un seul instant. C'est sans doute très, très bon, hein, donc bon, pourquoi pas. Mais comment peut-on donner, heu, peut-on étoiler, je vais dire, étoiler ce genre d'établissement tout simplement. Il y a pas de toilettes, on ne s'est pas réservé, il y a pas de place pour s'asseoir. Mmh. Imaginons un établissement en France ou en Belgique où il n'y a pas de toilettes, on ne s'assied pas et on vous servirait, que sais-je moi, des crêpes par exemple. Ouais. Je serais un peu étonné, avec 4 variétés uniquement, je serais un peu étonné qu'on décerne une étoile à un établissement chez nous en Europe qui serait à ce point limité. Je ne sais pas. Je suis Oui, je suis vraiment dubitatif en me demandant, mais est-ce que, soit que les contrôleurs du Michelin dans d'autres pays n'examinent pas les choses avec ils n'ont pas les le même mêmes règles regard. ou les mêmes critères qu'en Europe, Pas je le n'en même sais rien, regard, oui, oui. le même regard, Mmh. mais il me semble quand même que le guide Michelin dont je dirais la base est Paris est un petit peu, je dirais, caution de ce que le guide publie dans d'autres pays. Oui, Devrait quand même mettre un peu, comme on dit, son nez dans son grain de sel dans les histoires. mais Ce peut-être Oui. tiennent-ils compte de la spécificité des pays dans lesquels ils officient. Oui, mais Heu, enfin, quand on vend le guide Michelin, on le vend essentiellement pour les touristes qui vont, par exemple, venir d'Europe, aller au Mexique et qui vont chercher un bon restaurant. Alors, je n'ai pas dit que l'établissement qui fabrique les tacos là n'est pas un bon mmh, établissement d'un point de vue mmh, qualitatif, mais il me semble que toute une série de standards sont
sont Oui, négligés tout oui, oui, ils ne sont simplement, pas respectés ne par sont pas rapport à chez respectés. nous, oui. Et il y avait eu bon, à un moment donné, on a dit: «Mais bon, vous vous rendez compte que maintenant la ville qui est la plus titrée par le Michelin, c'est Tokyo». Bon, c'était il y a quelques années, hein. Mmh. Donc il y avait, plus d'une vingtaine de restaurants qui étaient étoilés, des 3, des 2, des 1 étoile évidemment. Il y avait là-dedans des restaurants qui étaient, je dirais, promus et qui avaient été créés par des chefs français comme Joël Ah oui, Robuchon, ils par sont tous exemple, hein, allés au Japon, qui alors étaient là-bas, bon, et qui avaient ouvert des entre guillemets «des succursales». puis Mais vous aviez tous les Japonais les sont venus se Japonais viennent former aussi chez se former en ah France. bah oui. Oui, mais de nouveau un restaurant qui avait été étoilé, c'était un restaurant de sushis qui était installé au -1 dans le métro de Tokyo. De nouveau, pas la moindre toilette, pas enfin, il y avait juste un comptoir où on vendait des sushis et on avait donné une étoile, à cet établissement. Je me Mmh. demande si c'était une ou si c'était même plus qu'une, je ne m'en rappelle plus. Et alors bon, de nouveau, essayer d'ouvrir un restaurant dans le métro à Paris ou à Lyon, hein, et de le voir étoilé alors qu'il y a pas une toilette, il y a rien du tout comme commodité. Je suis quand même un peu étonné, que le guide Michelin, heu, Oui, accorde comme ça des étoiles mmh, ailleurs, ouais, alors qu'il ne le ferait pas en Europe, avec les oui. mêmes critères. Là, je suis étonné, je Oui, suis oui et moi je suis vraiment étonné que dans la presse professionnelle, les journalistes ne s'interrogent ou ne s'intéressent pas plus justement à la manière dont travaille le Michelin. On a l'impression que c'est un vase clos, il y a une espèce de loi de silence, oui, tout à fait. parce que bon, Mais visiblement, ça interpelle chaque fois. ce qu'il y a, c'est que le Michelin ne publie jamais, sa grille d'évaluation, parce qu'ils ont une grille, attention, hein, Mmh mh, mmh. faut pas croire, Mmh. mais, il y a donc tout un on a déjà vu ça avec non pas des caméras cachées, mais des émissions qui suivaient des guides et qui acceptaient, bon, en caméra discrète de révéler certaines choses. Il y a toute une page de points qui sont normalement repris, hein, Mmh. qui sont cochés, qui sont appréciés. Hein, heu et qui permettent donc de dire: «Tiens, tel établissement mérite ceci, mérite cela». Bon, Mmh. mais Michelin n'a jamais publié, la grille pour une raison toute simple, c'est qu'ils ne veulent pas se faire attaquer. Parce qu'imaginons, vous avez un restaurant qui a 3 étoiles, qui en perd une par exemple, hein. Bon, et qui va dire: «Moi, je voudrais bien savoir, hein, donnez-moi Mmh. un petit peu mon bulletin, mais donnez-moi avec précision, je dirais la grille qui fait que, ben, je suis descendu dans les catégories». Alors il va pouvoir dire: «Je conteste». C'est un peu comme quand, dans une école, vous avez un élève qui vient à échouer, donc les parents et l'élève ont le droit de demander les copies des examens en disant: «Bon, montrez-moi un peu pourquoi j'ai échoué». Et puis vous montrez les copies et il se fait que vous n'êtes pas très objectif dans vos critères d'évaluation en tant que professeur. Bon, Mmh. c'est attaquable maintenant je dirais dans un genre de tribunal de l'enseignement. On va dire, voilà, on va demander, à une inspection, par exemple, de revoir la correction et si le prof s'est trompé, hein, dans l'évaluation, bah, écoutez, l'élève finalement décide qu'il réussit. Donc à un moment donné, je crois que si Michelin publiait avec, objectivité tous les critères en disant: «Voilà, vous avez échoué, hein, vous avez perdu votre étoile ou une de vos étoiles pour telle ou telle raison». Le restaurateur pourrait dire: «Oui, mais bon, non, ça va pas, c'est pas ça qui s'est passé, hein, vous me dites que je». Alors on a eu comme ça des cas, hein, où on disait que, tel restaurateur, c'était le cas, je crois, avec, notre ami au grand chapeau noir, hein, où Oui. on lui reprochait, certains critères tout à fait particuliers, alors qu'il dit: «Mais non», il dit, heu «On me reproche en disant que ceci, que cela, alors qu'en fait ce n'est pas vrai du tout. J'ai respecté, je fais comme ci, je fais comme ça». Donc je Oui, sais pas, oui, c'est flou et c'est tout à fait flou. D'autant que, Marc Veyrat a dit: «Vous ne savez même pas reconnaître du cheddar voilà, c'est ça du par fromage, c'était une rapport, histoire au de comté» fromage. ou oui, oui, enfin bon. Bon, on a des questions en suspens, Voilà, on heu, a des questions. Alors dernier petit point que je vais évoquer concernant ce classement des restaurants. À la 36e place, nous avons, un restaurant belge dont nous avons déjà bien, 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 bien parlé et mmh, qui est le fameux de Jane, hein, mmh, à Anvers, hein, qui est donc installé dans une église, oui, désacralisée qui était celle de l'ancien hôpital militaire d'Anvers. mmh, Et alors j'ai lu un article qui était relatif justement parce que, si on va sur internet et qu'on cherche un peu les articles qui concernent ce classement des restaurants, on trouve,
je dirais, pour chaque restaurant, un petit texte, c'est en anglais, mais enfin un petit texte, qui accompagne, chaque restaurant. Mmh. Et alors, on considère que le Jain est un des plus beaux, restaurants au point de vue du décor. Sans Voilà, doute. hein, des plus originaux et Oui, des mieux agencés. C'est vrai qu'agencé dans une église, de style, je dirais éclectique, un restaurant, ce n'est pas évident, mais bon, ils ont fait appel à des stylistes et à des oui. architectes d'intérieur renommés, bon, ce qui justifie sans doute l'agencement, voilà. Mmh. Alors, Alors venons-en l'autre restaurant, et puis j'ai oui, terminé, l'autre restaurant, donc c'est un restaurant qui s'appelle Beaux-Arts et qui se trouve à Bruxelles, tout près donc de la gare centrale, dans le palais des Beaux-Arts, mmh, dessiné par Horta, qui est un restaurant art oui, déco et qui est, sous la houlette d'un chef d'origine, arménienne qui, lorsqu'il est arrivé en Belgique il y a une vingtaine d'années maintenant, ne parlait pas un seul mot de français, qui a 2 étoiles et qui en outre avait gagné, je pense que c'est en 2017, mais bon, peu importe l'année, ce n'est pas très grave, le prix du meilleur, pâté en croûte du monde, qu'il s'empresse toujours d'ailleurs de vendre, généralement sur réservation, mais à un prix particulièrement élevé. Mais ce ne sont que des produits, je dirais, nobles qui entrent dans ce fameux pâté en croûte, oui, oui. qui justifie évidemment un prix, je dirais, aussi élevé. Ce n'est pas le prix de la tranche de pâté en croûte de votre charcutier ou en grande surface, bien entendu. Absolument. Alors, Guy, si tu veux bien, venons-en à ta recette du jour Alors, ma se recette du trouve jour, derrière moi. voilà. Je te Oui, oui, laisse. oui, oui, oui. Ce n'est pas ma recette dans la mesure où ce n'est pas une recette que j'aurais élaborée moi-même. C'est Oui. une grande recette, je veux dire classique de la cuisine, je dirais belge et wallonne en particulier. Alors, Mmh. c'est un plat, que j'avais déjà vu exécuter lorsque j'étais encore stagiaire, donc il y a évidemment quelques années de cela, dans un établissement, des Ardennes, et c'est la truite ardennaise, mais qu'on appelle la truite à l'ardennaise. Alors, petit rappel sémantique, pourquoi dit-on à l'ardennaise et non pas ardennaise? Parce qu'ici, on va désigner une préparation, un mode de cuisson et surtout un mode de garniture, une garniture, et que la truite n'est pas ardennaise parce qu'elle serait, par exemple, originaire des Ardennes, hein. Donc ça, c'est pour éviter, qu'il y ait cette erreur, cette confusion. De même Mmh. qu'on va dire des asperges à la flamande pour Oui. désigner un mode de préparation des asperges, plutôt qu'une origine de l'asperge qui ne Mmh. vient peut-être pas du tout, je dirais, de la Flandre. On peut Bien très sûr. bien réaliser des asperges à la flamande avec des asperges qui sont cultivées en Provence, des pointes, violettes de Nice et des choses pareilles, donc, hein, Mmh. ou des argenteuils qui ne sont même plus cultivés à Argenteuil maintenant d'ailleurs. Bah, enfin, on peut réaliser des asperges à la flamande avec des asperges qui viennent d'ailleurs que des Flandres, bien entendu. Bien sûr, bien Donc sûr. la truite, c'est la même chose. Alors, pour parler de la truite, ben, la truite est un poisson qu'on trouve naturellement dans les rivières en Ardennes, pas dans le nord du pays parce que là, il y a moins de conditions favorables, mais dans les Ardennes, il y a encore des rivières, je dirais, un peu plus sauvages. Qu'est-ce que la truite aime bien? Elle aime bien des eaux qui soient froides, si possible. Bon, là, on est un petit peu en altitude, modestement, on est un peu en altitude. On a d'autre part des eaux qui sont globalement plus claires et plus Clair. propres Oui. que dans le sud du pays parce qu'il y a moins de population, parce que les rivières, je dirais, viennent, je dirais, des hauteurs, traversent des forêts, traversent des prairies, mais la population est moindre et il y a surtout beaucoup moins d'industrie. Mmh. Et alors, elle aime aussi une eau qui est relativement oxygénée, la truite, hein. Oui. Donc, quand on met tous ces critères-là, ben, on rencontrera plus vite des truites dans les Ardennes, comme on en rencontrera plus vite, je dirais, dans les rivières, du Massif central ou bien des Alpes ou bien des Vosges en France. Mmh. Mmh. La truite, européenne s'appelle la truite fario, hein, c'est Oui. son nom, Oui. tandis que la truite que l'on consomme le plus et qui est surtout une truite d'élevage, est une truite d'importation qui s'appelle la truite arc-en-ciel. Alors la Mmh. truite fario souffre chez nous, je dirais, de la truite arc-en-ciel, qui n'y a pas été introduite volontairement, mais qui a surtout été introduite par, je dirais, par accident. Elle était, je dirais, élevée dans des piscicultures et puis, bon, ben, il y a parfois des poissons qui s'échappent, hein, parce que souvent les piscicultures sont irriguées par des des Mmh. des des rivières ou des ruisseaux qu'on détourne, hein, Mmh. et puis à un moment donné, bon, ben, il y a une ouverture à un moment donné, bon, vous avez quelques truites qui s'échappent, hein, et la truite arc-en-ciel est considérée comme une espèce invasive pour une raison toute simple,
c'est qu'elle prend très souvent le dessus sur la truite fario. Mmh. Elle est plus agressive, elle est plus grosse, elle est plus gourmande et elle se contente également d'un milieu qui est moins propice. Elle se contente d'eau d'un peu moindre qualité. Donc là où la truite fario, je dirais, ne réussit pas à se maintenir, la truite arc-en-ciel va, elle, s'y installer. Ouais. Et comme elle a en plus la faculté de grandir, de grossir plus vite que la truite fario, lorsqu'elles se trouvent en concurrence l'une avec l'autre, eh bien, c'est la truite arc-en-ciel qui prend le dessus et Mmh. qui fait disparaître la truite fario, hein. Donc, alors l'inverse est vrai. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, il y a quelques truites fario qui ont été, je dirais aussi, relâchées dans l'environnement et on la considère là aussi comme une espèce invasive qu'il est utile de détruire pour que ce ne soit plus que la truite arc-en-ciel endémique des États-Unis qui soit la représentante, Mmh. je dirais, naturelle dans les rivières, dans les cours d'eau et dans les lacs. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme truite? Bon, je dis, on trouve la truite arc-en-ciel, on trouve la truite fario. On trouve aussi souvent ce qu'on appelle la truite de mer. Alors la truite, elle est un petit peu comme le saumon, c'est-à-dire qu'on la rencontre d'ailleurs dans la même famille d'un point de vue anatomique et d'un point de vue ressemblance. On trouve donc sur nos étals des truites de petites dimensions qui vont de 200 grammes à, en règle générale, des truites 2 ou 3 couverts, 750 grammes. Mais on trouve également des truites beaucoup plus grosses. Alors la truite fario, à l'état naturel et à l'âge adulte, elle peut varier de 20 centimètres à 1,40 m, hein, dans Mmh. les cas extrêmes. Donc, il faut bien se rendre compte qu'une truite peut être aussi grosse qu'un saumon en réalité, hein. Mmh. Ce Mmh. sont des espèces qui sont voisines et lorsque la truite, je dirais, quitte la rivière pour se rendre en mer et puis pour en remonter, c'est à ce moment-là qu'on l'attrape généralement, elle devient morphologiquement comme un saumon. Donc c'est-à-dire elle attrape les caractéristiques, je dirais, physiques du saumon, dans le sens, elle ressemble très, très fortement à un saumon, hein. Donc parce qu'elle je dirais, il y a une, comment dirais-je? Une adaptation au milieu, hein, Mmh. qui fait que la truite est capable, morphologiquement, de se modifier et pour, je dirais, se modifier, pour s'adapter au milieu qu'elle va rencontrer en mer, elle va prendre des allures de saumon, qui sont certainement les meilleures manières de se défendre et Oui. d'agir en tant que prédateur, parce que la truite est un poisson carnivore. Mmh. Il y a Mmh. également des truites que l'on appelle des truites saumonées. Alors une Oui. truite saumonée, qu'est-ce que c'est? C'est une truite dont la chair va prendre une couleur orange, rosâtre, comme le saumon. Alors à quoi est-ce que c'est dû? Lorsque la truite est sauvage, c'est dû au fait qu'elle se nourrit de crustacés et que dans les crustacés, que ce soit des écrevisses en rivière ou que ce soit des crustacés en mer, il y a des pigments de couleur, hein, on le sait tous. Les crevettes sont colorées en rose généralement. Mmh. Bon, la truite qui va les manger va assimiler les caroténoïdes et ils vont colorer sa chair. Maintenant, dans le cas de très, très nombreuses truites d'élevage, et on va dire que 99 quasiment des truites que l'on va trouver sur nos étals dans nos supermarchés ou dans les restaurants, ce sont en réalité des poissons d'élevage, hein, ce ne sont Bien pas sûr. des Oui, oui. poissons qu'on va pêcher, sinon il faudrait faire appel à une ribambelle de pêcheurs du Une dimanche à la armée. ligne le long des rivières, donc c'est pas le cas. Ce sont donc des poissons d'élevage. Et bien là, la coloration saumonée des poissons est obtenue artificiellement parce que dans les aliments des poissons, on leur donne pas des crustacés à manger, il ne faut pas croire, Oui, hein. oui. On leur donne, bon, des espèces de petits granulés qui sont généralement d'ailleurs réalisés à partir, de produits carnés issus de l'abattage des animaux, hein. Mmh. Mmh. Donc, quand il y a eu toutes les histoires concernant la vache folle, on a fait des études, on a dit: «Bon, maintenant c'est terminé, les vaches qui sont décédées ne peuvent plus entrer dans l'alimentation d'autres vaches, hein». Par contre, parce qu'il y avait donc le danger du passage des espèces, hein, entre les fameux prions responsables Absolument. de maladies de la vache folle qui pouvaient résister à la cuisson des tourteaux, hein, alimentaires. Par contre, pour les poissons, on a dit: «Non, non, hein, le poisson est un animal qui n'est pas un mammifère. Le passage, disons, du fameux prion est très peu susceptible de se produire». Donc on a continué à nourrir les poissons d'élevage avec des produits protéinés issus, je dirais de notre industrie, je dirais, d'abattage d'autres animaux, hein. Mmh. Alors on colore artificiellement ces granulats, qui servent à l'alimentation des poissons avec des pigments et lorsque le poisson ingère
ces aliments, eh bien sa chair va se colorer naturellement, en rose, en orangé, en saumoné, et on peut choisir, hein, attention, faut pas croire, mais c'est terrible, hein, on peut choisir les nuances exactes, les nuances précises Oui, que l'on veut plus ou moins colorées, hein, selon le pays, selon le désir du client, et cetera. Un peu comme pour les jaunes d'œufs des poules, hein. Il y a toute une gamme comme ça de de dizaines de couleurs possibles, hein, et c'est de nouveau en fonction de l'alimentation que les jaunes d'œufs des poules, en fonction de la race aussi, mais en fonction de l'alimentation essentiellement, qu'on décide que les jaunes d'œufs doivent être plutôt orangés, plutôt rougeâtres, plutôt jaunâtres, clairs, foncés, moyens. C'est vraiment de manière à tout à fait artificielle. C'est vraiment du marketing, hein, aussi bien pour les oui, jaunes oui, d'œufs que oui. pour les truites. Mmh mh. Donc, ben, maintenant, je vous ai expliqué tout ça. Comment réalise-t-on cette fameuse truite à l'ardonnaise? Alors, je vais vous donner une recette très simple aujourd'hui, hein. Et d'abord, je vais vous expliquer comment on fait. Imaginons que vous receviez des truites vivantes d'un ami pêcheur. Alors, ça peut arriver, hein, bon, c'est Oui, plutôt rare, mais enfin, bah, il c'est faut de plus d'abord en les plus rare. tuer. Il faut d'abord les tuer. Alors, comment Oui. fait-on pour tuer une truite? Ce n'est pas compliqué du tout, hein. On la prend de sa bourriche, hein, ou de son étang ou de sa cage où elle est gardée, parce que dans certaines, régions en Belgique, il y a des rivières au bord desquelles se trouvent des restaurants. Et alors bon, dans les rivières en question, quand les eaux le permettent, il y a derrière le restaurant des cages grillagées qui sont réellement dans l'eau de la rivière qui s'écoule, et c'est la réserve des truites pour le restaurateur. Alors, Mmh ce ne mh. sont pas des truites qu'il élève lui-même, mais ce sont des truites que le pisciculteur du coin vient amener régulièrement. Alors, il commande 25 ou 30 poissons, on les met dans la cage en question, qui est constamment, je dirais, irriguée par de l'eau propre. Et quand on a besoin de poissons, eh bien, on se rend derrière dans le fond du jardin, on va chercher des truites et puis on les amène en cuisine. Bon, il faut bien sûr les tuer. Alors, on se saisit d'un torchon propre, on attrape le poisson, on le tient avec le ventre vers le haut et d'un coup sec, on va frapper sa tête, hein, il ne faut qu'un coup, hein, c'est pas la peine d'en mettre 50. On va frapper la tête du poisson sur le coin, je dirais d'un évier en inox, d'un évier en métal, d'un marbre, d'un meuble bien dur, et en fait, on tue le poisson, on ne l'assomme pas en réalité, hein, parce que bon, on le tue réellement de cette manière-là. En pisciculture, lorsqu'ils, veulent tuer les poissons pour les nettoyer, pour les vider, les éviscérer. Là, ils utilisent de l'électricité par contre, hein, Mmh. parce que beaucoup d'opérations se font de manière mécanisée maintenant, Oui, hein. Donc les poissons sont d'abord électrifiés pour être, je dirais, tués, en tout cas fortement, anesthésié. anesthésiés, et ensuite ils passent dans des machines qui vont les étriper, et cetera. Alors, votre truite a été tuée, il faut maintenant la vider. Alors il y a 2 méthodes pour vider, un poisson comme la truite. Les professionnels utilisent une méthode que je dirais qu'on ne sait pas expliquer facilement lors d'une émission comme la nôtre, donc je vais rester très, très basique. Ils vident le poisson par les ouïes. Ah Donc oui, on n'ouvre pas le poisson, hein, mais on lui enlève les viscères par les ouïes. Alors c'est une méthode que je n'aime pas, je vais vous dire pourquoi. Elle est beaucoup plus technique d'une part, mais d'autre part, on n'a pas de vision directe sur la cavité abdominale du poisson, ah oui, et ça je n'aime pas. Donc je préfère la méthode, je dirais, entre guillemets «ménagère», mais que quasiment tout le monde utilise et beaucoup de chefs l'utilisent de toute façon. C'est avec un petit couteau, on va ouvrir carrément le ventre du poisson depuis la mmh, tête jusqu'à l'anus. mmh, On va ouvrir. Ensuite, une fois que c'est ouvert, on enlève les viscères, on enlève les entrailles, et puis ça permet surtout de nettoyer convenablement, sous l'eau courante, la poche de sang qui se trouve le long de l'arête centrale, à mmh, l'intérieur de la cavité abdominale. Alors comment fait-on? On prend le dos d'une cuillère, hein, ou le manche d'une cuillère, hein, un manche un peu arrondi d'une belle cuillère en inox, hein, et on va gratter, je dirais, le long de l'arête, cette fameuse petite poche qui fait toute la longueur du poisson, hein, et on va l'éliminer sous un filet d'eau. C'est une opération qu'il est nécessaire de faire parce que cette fameuse poche en question, un, ce n'est pas esthétique, deuxièmement, à la cuisson, ça va vous donner un mauvais goût et une mauvaise vision de la chose. Donc, on va nettoyer convenablement sous un filet d'eau cette petite poche de sang qui irrigue tout le poisson. Bon, une fois que c'est fait, ça peut se faire en mise en place. On dépose les poissons, sur un plateau au réfrigérateur avec un papier absorbant en dessous
pour, je dirais, recueillir l'humidité qui pourra encore s'en dégager. On filme, hein, et généralement, c'est ce qu'on appelle la mise en place qu'on va faire le matin pour le service du midi. C'est de nettoyer donc les truites, en mise en place à l'avance. Alors quand on veut faire une truite au bleu, j'en parlerai lors d'un autre billet, on va Oui, pratiquer un petit peu différemment, oui. hein, mais ici on parle pour une cuisson traditionnelle, pour une cuisson normale. Alors pour faire cette fameuse recette à l'ardennaise, de quoi a-t-on besoin? Ben, on a besoin évidemment de beurre pour cuire le poisson, hein, ou d'un mélange de beurre et d'huile. Alors quelle quantité? Ben, si vous faites une truite, allez 2 truites par 2 truites donc pour 2 couverts, vous prenez des poissons de entre 250 et 350 grammes par personne. Oui, c'est une belle 250, part déjà, hein? ah ça c'est la très grosse évidemment, hein, Mmh. mais 250 à 300, c'est le poids traditionnel, je dirais, de la portion, en entrée ou en plat. Alors, donc vous avez besoin d'à peu près, 15 grammes de beurre pour cuire vos deux poissons. Ah tu c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, mais seulement, il faut faire une différence entre le beurre qu'on va utiliser pour la cuisson et le beurre qu'on rajoutera éventuellement après. Ah Alors, d'accord, dans le cas d'une truite meunière ou d'une truite aux amandes, on va rajouter de la matière grasse pour réaliser la sauce et pour réaliser la préparation. Ici, ce n'est pas le cas parce que le traitement va être différent, vous allez comprendre. Donc, d'accord, une quinzaine de beurre pour les 2 poissons, quinzaine de grammes de beurre pour les 2 poissons. Maintenant, on peut toujours rajouter un peu de matière grasse s'il en manque. Et puis, ça va aussi dépendre, est-ce que vous allez cuire votre poisson dans une poêle incollable ou bien dans une poêle traditionnelle? oui, Dans une poêle incollable, il en faut moins. Dans une poêle traditionnelle, il en faut plus. ah Est-ce que oui, vous allez le cuire uniquement sur le fourneau ou est-ce que vous allez le passer au four? Ça va aussi intervenir. Or ici, le but, c'est qu'il n'y ait pas à la fin de la cuisson du poisson, trop de matière grasse résiduelle, ça pourrait nuire à la sauce. Donc c'est d'accord, la raison pour laquelle j'en mets relativement peu. d'accord. Mais vous pouvez toujours en rajouter un petit peu, hein. OK, OK. Alors on a besoin de farine, l'équivalent d'une très, très grosse cuillère à potage de farine, pour fariner le poisson, ce qui va le rendre un peu plus croustillant. Vous avez besoin de champignons et vous avez besoin de lardons. Pourquoi? Parce que les plats dits à l'ardennaise contiennent des lardons et des champignons. Alors, c'est un plat qui fait partie de la grande famille, je dirais, avec les plats dits grand-mère et les plats dits bonne femme, des plats qui associent champignons, éventuellement oignons ou échalotes, des lardons. Alors, Oui, quand on pense à l'Ardenne, on pense automatiquement à des viandes fumées. Le jambon d'Ardenne est un jambon fumé. Toute une série de spécialités locales dans les Ardennes sont des charcuteries fumées, donc des saucissons, des jambons, des noix de jambon, et cetera, des saucisses. Tout ça est fumé, heu, au bois de chêne ou au bois de hêtre avec un peu de genêt et du genévrier. Donc, ici, c'est également des lardons fumés dont on a besoin. Alors quelle quantité? Beh, je dirais que pour 2 couverts, selon vos appétits et selon la taille des poissons, entre 50 et 100 grammes de beaux petits lardons mmh, mmh, fumés que vous allez détailler, je dirais, à la main en lardons. Alors on peut toujours prendre des lardons du commerce qui sont déjà, prétaillés. Je ne vous le conseille pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que la qualité est très, très différente selon le prix qu'on met. Si on prend des lardons bas de gamme qui sont déjà prétaillés du commerce, on a affaire plus à une bouillie qu'à des lardons bien structurés. oui, Et quand on les fait cuire, quand on les réchauffe, mais quand on les fait cuire au départ, ils relâchent énormément d'eau, mmh, un jus un peu grisâtre qui va ensuite coaguler dans la poêle. Il oui, n'y a que lorsqu'on achète des lardons en y mettant le prix de très bonne qualité que les lardons prédécoupés sont relativement bons. Donc moi je vous conseillerais, c'est d'acheter une ou 2 tranches de lard fumé, au rayon charcuterie et puis vous prenez du lard fumé le plus maigre possible, hein, et vous demandez qu'on vous le taille, je dirais à 1/2 centimètre, 5 millimètres ou 6 millimètres d'épaisseur. Ça vous donnera une certaine consistance à vos lardons. oui, Alors, quand vous aurez acheté votre lard, vous le décoinez. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même plus agréable à manger d'un point de vue mmh, gastronomique. mmh, Vous mmh, pouvez toujours utiliser la couenne pour faire autre chose, hein, mais vous le décoinez et vous enlevez, s'il y en a, ce n'est pas toujours le cas, vous enlevez les petits bouts blancs croquants, je dirais, de cartilage qui se trouvent dans le oui, lard, ça arrive, hein. oui, Ça arrive. À ce moment-là, vous les enlevez, puis vous taillez, votre tranche ou vos 2 tranches, en petits lardons. Si la tranche est trop haute, vous la coupez en 2 dans la comment dirais-je? Dans toute la longueur, de manière à ne pas avoir des lardons qui sont trop gros. Alors vous allez préparer également des champignons. Alors des champignons,
Ce sont tout simplement des champignons dits de Paris, des champignons blancs. Vous Mhm. pourriez prendre des champignons bruns de carrière, mais on ne met pas de champignons des bois, par exemple, hein. Ce n'est Oui, pas une recette avec des chanterelles, des girolles, ben des oui, parce trompettes que de ça, la mort, etc. oui, oui. Bien que dans les Ardennes, il y ait forcément des forêts, donc des champignons sauvages, mais non, c'est réalisé avec donc des Ben oui, parce que champignons blancs. les petits champignons blancs n'ont pas vraiment de goût, donc qu'est-ce qu'on veut? C'est la truite. C'est la truite, mais bon, le champignon participe à la recette, mais je dirais qu'ils ne sont pas là pour masquer le goût du poisson. Ils Absolument, participent à la recette, mais sans plus. Alors là, vous comptez absolument. combien? Vous comptez aussi, je dirais par personne, vous comptez 60 à 100 grammes de champignons. Tout ça dépend, est-ce que vous voulez que ça soit uniquement une petite garniture ou bien que ce soit vraiment un légume dans le plat, mais je dirais que 60 à 100 grammes par personne, c'est suffisant. Les champignons vont perdre je dirais, de la quantité par leur cuisson. Il y a de l'eau qui va s'évaporer, hein, mais ce sera suffisant. Alors, la manière de les tailler, en règle générale, on les taille en les éminçant pour cette recette-ci, non pas en quartiers. On va plutôt avoir des quartiers pour les recettes de viande et on va plutôt avoir un émincé pour les recettes de poisson. Ça, c'est Mhm. une règle générale de l'utilisation des champignons. Alors, vous avez besoin de crème, hein. Alors, au départ, tout ça va dépendre. Est-ce que vous prenez une crème? Je dirais que vous allez devoir faire réduire, c'est la meilleure recette, hein. Donc, crème à 35 de matière grasse que vous allez faire réduire. Là, vous comptez pour 2 personnes à peu près, je dis bien à peu près 2 décilitres de crème. On peut aussi utiliser, les crèmes, actuelles qui sont des crèmes liantes, hein, qui sont des crèmes, je dirais qui contiennent un amidon, hein, une fécule, de sorte que quand on les met dans l'ustensile par la suite, elles vont directement épaissir. À ce moment-là, 1,5 décilitre pour 2 personnes est suffisant. Mais je préfère, bien la vraie bonne recette, c'est quand même une crème à 35 Ah ben oui, qu'on va légèrement faire réduire. ben oui. Voilà. Et du persil haché, du sel et du poivre, bien entendu. Et alors, un tout petit peu de citron pour rectifier l'assaisonnement. Mhm. Et je Mhm. vous explique à quel moment vous le mettez. Mais ça, c'est clair qu'un petit peu de citron va vraiment magnifier votre sauce. Alors, le traitement maintenant. Bon, le traitement, vous farinez le poisson de manière à lui donner de la croustillance avant de le mettre dans la poêle de cuisson. Est-ce que vous savez qu'il y a un sens pour mettre le poisson en cuisson? Question. Bonne question. Bonne question. Alors, Euh, oui, il y a un sens, évidemment, hein. Sinon, je ne oui, poserai pas la question. oui, oui, oui. Bon, la photo qui se trouve derrière vous, elle est mal présentée, Ah, faute, je dirais, du restaurateur ou faute du cuisinier. On ne mhm. présente jamais, que ce soit sur plat ou sur assiette, un poisson avec le ventre vers le client. Ah, oui. Ah oui, on présente toujours un poisson dos vers le client. Et Mhm. on présente toujours une truite avec la tête vers la droite. Alors, pour quelle raison fait-on cela? Parce que c'est plus beau. Bon, Oui, on commence généralement à manger par la droite de l'assiette, hein. Bon, ça oui, c'est comme ça. Forcément, on doit commencer par manger la partie la plus belle et la plus noble du poisson, c'est-à-dire le côté le plus épais. Le oui, poisson est plus épais du côté de la tête que du côté de la queue. Donc la tête absolument. doit être à droite. Et Mhm. deuxièmement, comme je l'ai dit pour des raisons, je dirais, d'esthétique et de respect, comme on ne présente pas le ventre vers le client et qu'on présente le dos, le beau côté, celui qui sera au-dessus du poisson, est celui qu'on va mettre en premier lieu dans la matière grasse. Que ce soit pour un poisson, que ce soit pour une viande, c'est toujours le côté que l'on va présenter le premier à la cuisson qui est réputé le plus beau. On Mhm. a le même phénomène pour les crêpes, par exemple, hein. Une crêpe, ben, on doit toujours la présenter avec le côté qui a été mis à la poêle, le premier, et non pas l'autre côté. Bon. Oui. La truite, c'est la même chose. Alors, comme je disais toujours à mes élèves, quand vous avez un poisson comme une truite qui doit être présenté avec la tête vers la droite et le dos vers soi, lorsqu'on la met dans la poêle, il faut faire l'inverse. Je disais toujours, vous devez la mettre dans la poêle, tête à gauche, dos vers soi, de Mhm. sorte qu'au moment du dressage, comme on la retourne, ce soit l'inverse qui soit présenté. Oui. Donc ça, il faut retenir. Quand on met le poisson en cuisson, c'est tête à gauche, dos vers soi, Mhm. de manière à ce qu'après, en présentation, ce soit la tête à droite, dos vers soi. Mhm. Voilà, c'est à retenir. Donc, vous mettez le poisson en cuisson, non sans l'avoir assaisonné. Alors là, pour l'assaisonnement, traditionnellement, on assaisonne avec un peu de sel et un peu de poivre à l'intérieur du poisson, hein. Donc, Oui.
De là donc l'ouverture du poisson, on assaisonne à l'intérieur et on met le poisson en cuisson. Alors, temps de cuisson maintenant, considérons à peu près 5 minutes Oui. de chaque côté. On retourne le poisson avec précaution en essayant de ne pas le briser, hein, et on peut enfourner, mettre au four. Si on a Mmh. un four, alors un professionnel, il a toujours un four qui fonctionne. Ce n'est pas le cas de la ménagère évidemment. Oui. On a un four qui fonctionne, 180-200°. On passe le poisson pendant aussi 4-5 minutes au four et alors on a la chance, on a l'assurance qu'il va être bien cuit. Quand est-ce qu'on va juger que le poisson est cuit suffisamment? Alors, quand je faisais mes études, on disait: «Il ne peut y avoir aucune trace rosée à l'intérieur du poisson parce que s'il y a du rosé à l'arête, c'est que le poisson n'est pas cuit suffisamment». Bon, on est revenu de cette Mmh. considération-là. Mmh. Maintenant, on cuit nettement, nettement, nettement moins les poissons qu'anciennement, Oui, oui, oui. de sorte que le poisson peut être, je dirais, Lég rosé, nacré oui, légèrement, légèrement hein, rosé, oui. légèrement rosé, à l'arête, il y a pas de problème. Mmh Mais on mh. vérifie quand même, parce que malgré tout le monde n'aime pas manger un poisson qui est un Oui, un petit peu peu trop, cru. trop juste, un peu Ouais. trop peu cuit. Donc on vérifie, mais en principe, 4-5 minutes de chaque côté, donc une dizaine de minutes maximum en tout pour une cuite standard, la cuisson est suffisante. Mmh mh, mmh. Alors, maintenant, nous allons réaliser la sauce. Alors, la sauce, elle se réalise dans l'ustensile de cuisson. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, on va mettre les lardons. Alors, on peut, par exemple, si vous glissez le poisson au four, mettre déjà les lardons dans la matière grasse autour des poissons, tout simplement, hein. Mmh. Mais Mmh. le problème, c'est que vous n'avez pas de surveillance et la cuisson va être inhomogène au niveau des lardons, Oui. qui vont uniquement cuire sur la partie qui est dans la matière grasse. Mmh. Donc, le mieux, hein, la meilleure manière de faire, c'est de retirer le poisson, de le déposer sur un plat en métal ou éventuellement en porcelaine légèrement beurré, de le recouvrir avec 2 feuilles de papier aluminium, je dis bien 2 feuilles, hein, ou une feuille pliée en 2 en tout cas, Mmh mh. parce que ce sera un bien meilleur isolant Mmh. que s'il n'y a qu'une seule feuille. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait 2 feuilles qui ne sont pas jointifs, qui ne sont pas collées l'une à l'autre, crée un autre espace en plus isolant. Oui, L'air bien qui est sûr. compris entre les 2 feuilles Oui, va donc empêcher le poisson de refroidir. oui. Vous mettez votre poisson en sécurité là où il ne risque pas de refroidir, c'est-à-dire dans un four chaud sans plus, et puis vous faites revenir dans la matière grasse résiduelle de la cuisson, vous faites revenir vos lardons. Pardon. Quand les lardons commencent à colorer, vous ajoutez vos champignons émincés, tout simplement. Alors, au niveau de l'assaisonnement, un peu de poivre, le sel, faites attention, parce que comme les lardons sont salés, vous risquez d'avoir un produit qui soit trop salé à la fin. Oui, 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 Donc, oui. le mieux, c'est de ne pas saler à ce moment-là, mais c'est de saler la sauce quand elle sera terminée et de vérifier comment la sauce, est assaisonnée. Et alors là, vous rectifiez l'assaisonnement à la fin. Donc, vous ajoutez les champignons, vous faites revenir à la fois lardons et champignons ensemble. Les champignons ne doivent pas colorer. Les lardons doivent être très légèrement colorés, mais les champignons ne le doivent pas. Donc, c'est ça qu'on peut ajouter les champignons pendant qu'on est en train de faire rissoler les lardons, tout simplement. Ça va prendre quelques minutes, pas plus. Vous crémez et vous amenez à consistance. Donc, par réduction, la sauce va s'épaissir et il ne faut pas faire une sauce trop épaisse. Je rappelle qu'une sauce, ça reste toujours quelque chose de fluide, hein, ça ne doit pas être une colle à tapisser. Oui. Donc, vous faites simplement réduire à la nappe, c'est le terme technique. Vous faites réduire votre crème à la nappe, hein, et quand elle est onctueuse, quand elle est sirupeuse, que vous prenez qu'une cuillère la crème et que vous voyez qu'elle est nappante, hein, qu'elle n'est plus fluide comme elle l'était au départ, eh bien votre sauce est suffisamment assaisonnée. Alors là, suffisamment réduite, pardon. Là, vous l'assaisonnez, vous rectifiez avec un peu de sel si c'est nécessaire, un peu de poivre et surtout avec un trait de jus de citron. Mmh. Vous ne pouvez pas croire la différence qu'il y a au niveau du relief, au niveau du goût, entre une sauce poisson qui est rectifiée avec un petit peu de citron ou bien qui ne l'est pas. C'est Mmh. le jour et la nuit, hein. J'en ai fait la démonstration à plusieurs reprises à des élèves en disant: «Regardez, voilà, goûtez tous, l'assaisonnement que vous avez là. Maintenant, on va rajouter quelques gouttes de jus de citron, un trait de jus de citron dans la sauce». Et puis je leur dis: «Maintenant, bon, vous mélangez et vous goûtez». Ah oui, c'est différent. C'est Ah vrai, oui. ça se fait. C'est c'est Mmh. c'est c'est incroyable, mais ça se Mmh. fait. Mmh Alors, mh. votre sauce est assaisonnée, votre sauce est chaude, votre sauce a la bonne consistance. Il suffit tout simplement de la napper sur le poisson, que ce soit dans le plat de service ou que ce soit sur l'assiette, donc dans laquelle vous comptez le manger, hein. Alors, ça ne vous empêche pas de mettre quand même un petit quartier de citron épépiné
en accompagnement. Bon, en Oui, restauration, ça se fait parce que le client aime bien, je dirais, lui-même rajouter. Je ne suis pas trop pour faire comme sur la photo, c'est-à-dire de mettre ça sur l'assiette même. Je préfère le mettre à part dans une petite soucoupe. Pourquoi? oui, oui. Parce que la crainte qu'on peut avoir, c'est que le quartier de citron, à un moment donné, ne touche la sauce et qu'au moment où on veut le prendre pour l'écraser, pour, en faire sortir le jus, on ait les doigts qui soient, disons, Oui. maculés par la sauce, qui se Mmh. trouve sur la le zeste le zeste du citron. Donc il vaut mieux mettre je dirais le citron, à part, c'est À part, oui, oui. plus intéressant. Mmh. Alors une petite crudité avec ça si on veut garnir l'assiette, hein. Ce n'est pas traditionnel, mais un petit bouquet de cresson par exemple, Mmh. ça peut se justifier, hein. En Mmh. plus, le cresson est une plante, je dirais de rivière, donc ça tombe D'eau. bien, hein, Mmh. une plante d'eau. Mmh. Alors, on peut servir avec ça des pommes nature, évidemment, pommes nature, pommes vapeur, pommes persillées, mais on peut également servir des frites et je vous dirais qu'en Belgique, c'est quand même la frite qui est, je dirais, plébiscitée 9 fois sur Évidemment, 10 pour ac évidemment. mais c'est vrai que ça va très bien ensemble, hein, Oui. pour accompagner le plat, ça marche très, très bien. Alors c'est un plat qui est extrêmement populaire, je l'ai mangé à plusieurs reprises et ici récemment. C'est pour ça que je suis, je dirais, intéressé de vous en faire part. On pourrait dire: «Beh, tiens, c'est un plat plutôt d'automne, un plat d'hiver, il y a du champignon, il y a du lard fumé», enfin voilà. Mais je vous dirais que c'est un peu comme la choucroute en Alsace, hein. Même si la choucroute est réputée être un plat d'hiver, quand vous allez à Strasbourg ou bien quand vous allez à Réguire, ou à Ribeauvillé, en tant que touriste, vous en mangez aussi bien au mois d'août sous le cagnard que qu'en plein hiver ou Absolument. à l'automne, hein. On Donc quand voit vous ça allez on en voit ç Belgique, dans les Ardennes, vous mangez une truite ardennaise, à la limite en juillet, en août, n'attendez pas d'être arrivé au mois d'octobre pour la commander. oui, oui, Donc voilà, c'est un plat qu'on fait en toute saison, on voit sans aucun ça problème. on voit ça à Annecy, dans la vieille ville, au mois d'août, où Oui. les gens mangent de la fondue, Ah ben oui, voilà, tout à à fait. 19h, quoi, hein. Exactement. Maintenant, en tant que particulier, je peux comprendre qu'en plein mois d'août ou en plein mois de juillet, quand il fait très chaud, on n'a pas forcément envie de ce genre de plat. On préfère une salade, on préfère une Bien grillade au sûr. barbecue, ça c'est clair. Mais Mmh. on est tous témoins cette année-ci d'un printemps pourri, Ah hein. Nous bah, sommes, au mois de mai, nous sommes au mois de juin avec des températures du mois d'octobre ou bien de début oui, novembre. On peut très bien envisager de se faire ce genre de plat, un soir où il fait un petit peu plus frais et où on a envie d'un élément réchauffant, d'un plat un peu corporatif et d'un plat qui va nous maintenir, je dirais, en bonne forme malgré la diminution des températures, hein. Alors, vous allez me absolument. dire: «Qu'est-ce qu'on boit avec ça?» Parce que Eh ça, c'est ben quand même oui, intéressant, hein. eh ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Ah beh, on peut boire une bière évidemment, mais pas n'importe laquelle. On va prendre une bière qui a du goût, une bière qui est une bière moi je conseillerais une bière rousse éventuellement. Donc ni une blonde, ni une brune, hein. Je ne conseillerais pas la brune je la réserve plutôt pour les viandes, hein. Mais on pourrait boire une blonde ou encore mieux une rousse qui va être d'un caractère intermédiaire entre la blonde et la brune. Ça, c'est déjà une première chose. Une bière qui a du caractère, une bière qui a des épices, où il y a même parfois des goûts fumés dans la bière, ça existe, hein. Tu n'as pas peur que ça couvre le goût de la Non, truite? parce que je dirais que si la bière est bien choisie, elle va s'harmoniser avec le plat. Elle va Bon. s'harmoniser avec le plat. Moi, je conseillerais soit une bière trappiste, soit éventuellement une bière d'abbaye. C'est dans cette Mmh. gamme-là que vous allez rencontrer les bières les plus intéressantes pour ce genre de plat. Mmh mh. Heu, D'autre part, du vin évidemment, hein. Ça, c'est évident. Bon, vin blanc de préférence. Le vin rosé ne va pas du tout aller pour ce Non, genre de plat, non, parce non. que c'est un plat Ça va qui être a n'appelle pas le rosé. Le ça rosé va va être plutôt acide. convenir, oui, et puis c'est peut-être pas tellement le fait, mais c'est aussi le fait que le rosé est quand même largement associé à de véritables plats d'été avec des barbecues, avec, des Oui, salades, oui. avec des grillades légères et Mmh. cetera. Mmh. Ici, vous avez besoin d'un vin qui ait quand même du caractère. Bon, vin blanc, moi je vous conseillerais à ce moment-là d'aller dans les Alsaces qui sont des vins, Mmh. d'une région où on fait également de la viande fumée, donc ça tombe bien. Mmh. Des chardonnays un peu boisés, Mmh. hein, parce que vous allez retrouver dans la barrique du chardonnay boisé, ces goûts légèrement toastés de fumée et cetera, Mmh. Mmh. des goûts un peu plus forts. Heu, je ne vous conseillerais pas des vins, par exemple, comme, les vins du Val-de-Loire, dans la basse vallée de la Loire, bon, le gros plan du pays nantais et cetera. Vous laissez ça pour les huîtres. Non, ici, Oui, il vous faut un vin qui soit plus charpenté, hein, oui. que ce soit un Bourgogne, que ce soit
un Alsace, même un Côtes-du-Rhône, ça va très bien marcher Mmh. aussi, un Côtes-du-Rhône, Mmh. des Côtes du Nord, des Côtes-du-Rhône septentrionales dans les blancs, ça peut Mmh. très, très bien marcher aussi. Mmh. Donc voilà, un petit peu ce qui est possible de boire avec ce genre de produit, de préparation. Et ben, voilà une belle recette Et qui n'est pas compliqué du tout, hein. Ici, je vous donne qui n'est pas compliquée, une non. version simplifiée. C'est simplement, une cuisson mixte du poisson avec, une garniture qui cuit carrément dans sa matière grasse de cuisson et Ouais. puis après, une sauce crème qui est simplement liée, qui est simplement épaissie. C'est une des manières de la préparer. Vous pouvez la préparer d'autres Oui, manières. 1000 autres Ben, manières. il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, il y a plusieurs routes Oui, qui oui, mènent à oui. la truite à l'ardennaise, mais ceci est la manière, je dirais, classique, la plus habituelle et la moins compliquée surtout. Oui et puis c'est pas très cher en plus. Ce n'est pas très cher, non, un peu de lardon, un peu de champignons, alors vous allez me dire: Hem, «Tiens, est-ce qu'on pourrait par exemple ajouter, du fumet? Est-ce qu'on pourrait ajouter de l'échalote? Est-ce qu'on pourrait ajouter, que sais-je, du vin blanc?» Oui, il y a toujours moyen, hein. oui. Heu, Si vous voulez mettre du fumet, mais ça ne se justifie pas, je vous le dis tout de suite, mais imaginons, vous voulez mettre un peu de fumet, pardon, vous allez tout simplement l'ajouter après avoir cuit vos champignons et vos lardons Mmh. et vous Mmh. allez le faire réduire presque à sec avant de crémer. Bon, ça, Mmh. c'est déjà, la manière de faire. Vous voulez mettre un peu de vin blanc, ben, vous l'ajouterez aussi après les champignons et les lardons et vous allez devoir le faire réduire presque à sec avant de crémer également. Sinon, le vin blanc va être trop acide et mais encore une fois, ça ne se fait pas, ça ne se justifie pas parce que ce n'est pas dans la recette. La recette ne le demande pas, tout simplement. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Très bien. Eh bien, chers amis, à vos poêles, à vos fours avec, de belles petites truites. Oui, alors Merci. petite précision, Oui, ici la truite est servie entière, mais vous pouvez très bien réaliser ça avec des filets de truite aussi, hein. oui, bien évidemment. Avec des filets de truite, dont vous gardez la peau, hein, tout simplement. Là, vous n'avez pas le problème de l'arête à devoir enlever. La cuisson est encore plus rapide et beaucoup plus simple à manger, surtout pour les enfants, bien entendu. Bah, si on lève les filets, on peut faire cuire Oui, évidemment. l'arête, on peut faire cuire l'arête après et faire une jolie présentation avec l'arête. Ah, on peut faire tout ça, mais je vais dire que J'aime bien ça. les oui, mais les quand on parle des enfants, je parle ici des enfants, dès le moment où on parle arête de poisson, pour eux, c'est quasiment comme l'enfer, hein. Ils ont Oui, peur de se prendre une arête dans le palais ou ah mais il d'en y a pas que avaler les une de enfants, hein. travers. Il y a pas que les enfants, effectivement, il y a des adultes qui ont la Non, même non. crainte. Donc un poisson qui a été, désarrêté, enfin qui a été levé en filet, c'est quelquefois plus intéressant, je Je dirais, que des poissons entiers, surtout quand il y a des arêtes. Il faut être, je dirais, précautionneux quand on mange un poisson comme la truite, c'est qu'on n'avale pas les bouchées comme un ogre, on sent quand même toujours s'il y a pas des arêtes. absolument. Je m'amuse beaucoup avec mes invités, j'aime bien préparer du poisson. Pardon. Et j'aime bien, lever les filets et faire, griller l'arête à côté et servir l'arête, par-dessus. Alors ils ont jamais vu ça pour la plupart et ils disent: «Mais tu vas pas nous faire manger des arêtes?» Je dis: «Goûte, tu verras. Ça craque sous les dents, c'est extraordinaire mesdames, messieurs». Vous faites revenir au beurre pendant quelques instants, au beurre, noisette, hein, faut pas qu'il noircisse. Ensuite, vous sortez l'arête, vous la mettez sur un sopalin et le fait que, le gras va être pris par le sopalin, ça va sécher. Quand vous mettez en bouche, ça cracouille, c'est extraordinaire. Eh bien voilà. Merci Guy, À bientôt. à bientôt. Dans les eaux claires des Ardennes, la truite danse et file en paix. Sous les arbres qui se penchent, elle trace son chemin secret. Le pêcheur attend plein d'espoir dans ce décor tout en histoire. Les rivières chantent leur refrain, la truite ardennaise est sur son chemin. Truite des Ardennes, dans les ruisseaux tu te fais reine.
bois. Le champignon s'ouvre tout bas. Le vin blanc coule dans le plat. Et la truite s'invite au festin. Dans chaque bouchée on sent la terre, les souvenirs d'une vie austère, mais riche de ce goût sincère qui nous ramène au fond de clairière. Truite des Ardennes, dans les ruisseaux du Tofferène, sous le ciel, dans les forêts, ton royaume est bien gardé. Avec toi on voyage dans le temps, un plat qui nous parle d'antan. Truite des Ardennes, mets tes saveurs dans nos veines. Le vent murmure ton histoire, entre les feuilles, les champs, les soirs. Le pêcheur sourit, il sait bien que la truite revient chaque matin. Truite des Ardennes, dans les ruisseaux du Tofferène, sous le ciel, dans les forêts, ton royaume est bien gardé. Avec toi on voyage dans le temps, un plat qui nous parle d'antan. Truite des Ardennes, mets tes saveurs dans nos veines. Dans les rivières où coule l'âme, la truite ardennaise est une flamme qui éclaire nos souvenirs et nourrit nos plus beaux désirs.